Allô, bonjour à tous. Alors, c'est une des premières fois qu'on organise le webinaire sur ce format-là. Donc, s'il y a des petites techniques à faire, pardonnez-nous. Et des petites, des petits couacs. Là, par exemple, je ne sais pas si on m'entend correctement. Et On si, t'entend bien, moi. voilà, bon, bah, super. Je vois pas mal de monde déjà sur la boucle. Il y avait eu beaucoup d'inscrits, donc on est très très content de pouvoir vous retrouver à distance. Comme vous pouvez le constater, j'ai un environnement et un background du style maison close, mais je n'ai pas trouvé mieux pour le webinaire. Euh, et de toute façon, je ne serai pas au centre de l'attention. Donc, on va démarrer. Vous avez vu la petite vidéo introductrice, je ne sais pas comment on dit, pour représenter la DTM pour ceux qui ne connaissent pas. J'imagine qu'on a quelques nouveaux parce que dans le contexte de pandémie, vous le savez, on a décidé d'ouvrir l'accès au webinar à tout le monde de façon gratuite. Et c'est aussi une façon, je pense, de garder le lien dans ce contexte un peu difficile. J'en profite pour vous dire qu'on espère évidemment que vous allez tous bien, aussi bien vous que vos entourages proches. Et donc, pour le sujet d'aujourd'hui, pour continuer l'activité du club, que je vais présenter rapidement, on s'est dit que c'était bien de solliciter Jonathan. Donc, le club Data IA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des clubs de la DTM. Il y en a une petite quinzaine qui vise à essayer de voir comment est-ce que les problématiques de data et IA viennent permettre de booster les stratégies marketing dans leur ensemble. Et c'est vrai que ce sujet spécifique de la data et l'IA jouit d'une traction particulièrement forte dans les métiers du marketing depuis quelques années. Donc, on n'est pas en reste en termes de type de problématiques à aborder. Et donc, au sein de la DTM, qui, comme vous le voyez, est un réseau assez dense de marketeurs avec des annonceurs et aussi des prestataires, avec un agenda d'événements assez important. Nous, spécifiquement au sein du club Data IA, on essaye de dresser un certain nombre de problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, ça va de problématiques de segmentation, de CRM, de Customer Centricity, les chatbots, l'intelligence artificielle, le RGPD. Donc, vous voyez que, comme je le disais, on a pas mal de problématiques à aborder. Et cette année, on va essayer d'avancer aussi sur des problématiques autour du prédictif, de faire une mise à jour autour du sujet RGPD, qui est évidemment un sujet toujours aussi anxiogène. Et ce qu'on essaye aussi de faire beaucoup, c'est de s'associer avec d'autres clubs, parce que la data en tant que telle, c'est sympa, mais c'est pas forcément une finalité. Donc l'idée, c'est aussi de s'associer avec des clubs comme le club retail, comme le club B2B, pour essayer de voir comment est-ce que les nouvelles méthodes autour de la data et de l'IA dans le marketing peuvent venir trouver un sens et apporter de la valeur dans des contextes bien spécifiques. Voilà pour l'introduction et le panorama général. Avant de laisser la parole à Jonathan pour qu'il se présente, je vous expliquer un petit peu pourquoi on a voulu monter ce meeting. Alors, on voulait le faire en présentiel au départ, pour une raison simple, c'est que le sujet du social listing, c'est un sujet qui est en fait, finalement maintenant, qui fait partie du quotidien des directions marketing depuis quasiment 10 ans, hein, Jonathan, je pense qu'on peut le dire. Ouais, tout à fait. Avant que ce soit quelque chose qui était, entre guillemets, craqué complètement. C'est-à-dire que c'est un marché qui est quand même encore assez dynamique, même si il commence à être mature. Il y a eu pas mal de mouvements de consolidation, d'acquisition, de fusion. Vous en avez probablement entendu parler, la dernière en date, c'est NetBase et Quid, c'est très récent, côté outre-Atlantique. Et puis auparavant, il y a eu évidemment Synthesio qui s'est fait racheter par Ipsos, Crimson Hexagon et Broadwatch. Donc, un certain nombre de mouvements assez significatifs sur le marché. Et même si c'est quelque chose qui, entre guillemets, fait partie du décor du marketing aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, à la fois sur des aspects techniques de comment on choisit correctement son prestataire, et aussi sur qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ce genre de solution. Et je pense que pour ceux qui sont familiers du hype cycle de Gartner, il y a eu des phases un peu de honeymoon, de lune de miel, ou en tout cas de hype autour de ces solutions où, disons, au début des années 2010, on était en train de se dire que c'était génial, on allait pouvoir écouter partout, tout le temps, en temps réel, et que ça allait à la fois servir de la gestion de crise, de l'innovation produit, de la réputation, etc. Maintenant, on en est un peu revenu.
Et on se rend compte que voilà, le marché est aussi en train de mûrir en termes de compréhension et d'utilisation. Et il se trouve que Jonathan, qui dirige et qui est un des fondateurs de SaaS Advisor, a mené une enquête que je trouve vraiment, vraiment très intéressante et très brillante, qui justement vise à dresser un panorama le plus complet possible de l'état des lieux du marché autour de ces solutions-là, en ayant rassemblé un collège d'experts qui sont des annonceurs et autres autour de ces questionnements-là, et avec en plus une participation très bon esprit et très bienveillante de la part de tous les éditeurs qui se sont prêtés au jeu. Et rien que ça, c'était un vrai défi à relever de tous se mettre autour de la table pour qu'ils acceptent de se prêter au jeu. Donc bravo, ne serait-ce que pour ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Jonathan pendant une grosse trentaine de minutes pour qu'il vous présente les principaux résultats. Et qu'on se réserve, comme on n'a qu'une heure, qu'on se réserve un temps ensuite pour des questions. Et dans l'intervalle, on va nous-mêmes vous partager un petit sondage pour que vous puissiez aussi y répondre et qu'on contextualise la discussion par rapport à vos situations individuelles aux uns et aux autres. Voilà, Jonathan, je te laisse te présenter. Peut-être que Corentin, qui est aussi avec nous dans la discussion et que je remercie chaleureusement parce qu'il nous a permis de faire exister ce rendez-vous. Peut-être que Corentin pourra nous aider à lancer le sondage en parallèle et comme ça, je peux laisser Jonathan se présenter et ensuite nous présenter les résultats de son étude. Tout à fait. Bah, merci pour cette intro. Tu as déjà balayé une partie du sujet. J'espère que vous êtes en pleine santé. Donc moi, effectivement, en termes d'ambiance, j'ai pas pris le risque de faire la translation à la maison parce que mes deux enfants, 1 an et 4 ans, courent partout. Et donc, pour la première fois depuis un mois, je me suis aventuré dehors et je suis donc au bureau, au calme, pour cette présentation. Donc l'idée, effectivement, comme le disait Maurice, c'est de la rendre interactive et on avait 2 premières questions pour vous de contexte. Donc dans la partie sondage, qui était de comprendre globalement, est-ce que vous étiez utilisateur d'une solution de social listening vous-même? Donc oui, non, et vous utilisez plusieurs logiciels. Et on a une seconde question après pour essayer de comprendre un peu quel type de logiciel vous utilisez. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la brique de sondage. Donc non, c'est pas la bonne question qui est arrivée. Ça, c'est la 3e qui était gardée pour la fin. Donc voilà, petit couac technique. Voilà. Donc les 2 premières questions sont arrivées. Donc globalement, pour comprendre un peu quel type de solution vous utilisez et est-ce que vous étiez vous-même utilisateur d'une solution logicielle. Voilà. Donc pendant qu'on vous laisse le temps de répondre, je vais me présenter assez brièvement. Donc, Jonathan Charlie, vous voyez à l'image, moi et mon associé Jérémy Clément, on a fondé depuis un peu plus de 3 ans SaaS Advisor. Et effectivement, donc, on est ce qu'on appelle des marketing technologistes, donc des gens qui ont pour vocation de comprendre vraiment les technologies, ce qu'elles font, plus important ou au moins aussi important, ce qu'elles ne font pas, comment elles s'intègrent les unes avec les autres, et qui, au-delà de la technologie, comprennent aussi les grands enjeux du marketing. Et notre rôle est également assez souvent d'être capable de mettre les bonnes personnes autour de la table parce que, comme l'a dit Maurice, autour de la data, ce n'est rarement qu'un sujet data ou un sujet marketing. De plus en plus, il y a des impacts liés au legal. On a évoqué le RGPD. On a évidemment des sujets IT de conformité, de sécurité, d'hébergement de données. Et donc, en général, ce type de département a également voix au chapitre dans la sélection d'outils. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir également parler leur langue et évidemment tout ce qui est lié aux achats. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que pour que les projets voient le jour dans de bonnes conditions et que les sujets Martech soient des succès dans l'entreprise, c'est justement d'être le plus inclusif possible dans notre approche en amont. Et donc, voilà un petit peu le point de départ. Donc, pour parler de nous et de notre du sujet des technologies marketing, voilà le chiffre qui a été remis à jour la semaine dernière. Donc 5233% de croissance des technologies marketing entre 2011 et aujourd'hui.
Donc, pour les plus familiers du travail de Scott Brinker, qui est l'éditeur du site chiefmartech.com, il vient de sortir la toute dernière version de sa map, de la carte que vous voyez à l'écran, que vous avez déjà dû voir passer sur LinkedIn à diverses occasions. C'est un sujet qui est souvent utilisé par les consultants pour montrer la complexité, on va dire, des Martech. Donc là, il y a la toute dernière version qui est sortie pour 2020 il y a 10 jours, qui montre un peu plus de 8000 solutions et qui montre que que ce secteur, que ça soit en termes d'usage, de nombre de solutions, est en train d'exploser. Et même s'il y a une concentration qui est assez forte, avec tous les ans, des acteurs qui disparaissent. Donc il y a 10% des acteurs qui étaient présents dans la carte 2019 qui ont disparu, et il y a eu également donc des mouvements de fusion-acquisition, de concentration ou autre. Mais la croissance de ce marché est telle que il y a 25% de nouveaux acteurs par rapport à l'année dernière. Et ça partons du principe que les acteurs qui sont référencés sur cette map, c'est pas l'intégralité des solutions Martech, c'est ceux qui ont déjà, on va dire, atteint une certaine taille critique. C'est-à-dire qu'ils ont déjà environ 200 clients, environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a un travail de recensement pour être sûr que ça ne prenne pas en compte des projets trop naissants. Donc, un écosystème des technologies marketing extrêmement dynamique. Et dans le même temps, on voit que ces technologies, au-delà du nombre, sont également de plus en plus stratégiques de par la part qu'elles prennent, notamment du budget des directions marketing. Donc 26%, donc c'est un chiffre qui est en baisse par rapport entre 2018 et 2019. Nous voyons qu'effectivement, en tout cas, le coût des licences et l'achat de ces solutions Martech est actuellement le premier poste d'investissement devant l'achat média, devant les équipes et devant les agences. Et donc, c'est également le seul qui est, c'est le poste qui croît le plus. Et donc l'univers, le SaaS mange le monde, comme disent les Américains. Et effectivement, on voit que de plus en plus de ces technologies sont utilisées, qu'elles prennent une part extrêmement importante et qu'elles font effectivement évoluer les directions marketing qui doivent avoir un background de plus en plus technique et donc un rapprochement de métiers historiquement, on va dire, de DSI qui est de plus en plus important. Il y a un tweet qui est passé récemment qui disait que le marché des Martech, c'est de plus en plus un marché d'API et de moins en moins un marché de RFP. Et ça illustre bien, on va dire, un peu ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Peut-être juste, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces acronymes, redire sur API et RFP pour les non-initiés. RFP, c'est l'appel d'offres et API, c'est globalement ce qui permet de connecter un connecteur entre différentes solutions. N'hésite pas à me reprendre. Oui, mais le sujet des API mérite qu'on s'y arrête, je pense, parce que c'est un point important, hein, de nouveau, pour ceux qui n'ont pas de background IT spécifique. Quand on utilise une solution logicielle de façon générale, il y a plusieurs façons possibles d'interagir avec elle et plusieurs façons possibles de la connecter avec d'autres systèmes existants. Donc, la version la plus simple, c'est que vous avez un login mot de passe, vous connectez en ligne et puis vous avez votre solution SaaS qui vit sa vie un peu toute seule. Mais c'est vrai que de plus en plus, avec la démultiplication des environnements, vous en faites peut-être l'expérience, vous avez plein de login mot de passe dans le monde professionnel. Vous avez plein de solutions qui coexistent. Et donc, une des façons de pouvoir interconnecter tout ça, c'est justement de faire en sorte que les bases puissent se parler plus facilement entre elles pour éviter d'avoir à extraire les données d'un côté et à les re-uploader de l'autre, par exemple, et donc d'avoir un peu plus de fluidité. Donc ça nécessite de créer des sortes de portes d'accès ou de points d'interaction entre une solution et l'autre, ou entre une solution de traitement et puis une base de données. Et ça s'appelle une API. C'est une sorte de, vraiment, ça c'est une porte, c'est le bon ou un, comment on appelle ça, un tuyau ou un canal, je ne sais pas. Et c'est vrai que de plus en plus, les solutions logicielles développent des connecteurs entre, merci, voilà, c'est ça, développent des connecteurs entre les solutions pour qu'on puisse plus facilement avoir des écosystèmes qui interagissent les uns avec les autres, quoi. Voilà.
Tout à fait. Merci pour cette précision. Si tu me vois utiliser d'autres acronymes, n'hésite pas à me stopper. C'est une mauvaise habitude. Effectivement, donc d'un côté, on parlait de l'explosion du nombre de solutions, et de l'autre, un des sujets, c'est effectivement les craintes et effectivement les problèmes que ça engendre. Donc, les solutions de technologie marketing étaient censées rendre le monde plus complexe, et on l'a vu, ça a finalement débouché sur cette carte qui devait rendre le monde moins complexe. Et effectivement, on voit que cette carte et que le nombre de solutions à maîtriser, et que le passage entre guillemets d'un monde où la communication via les médias traditionnels était relativement simple, et bien on voit maintenant que pour toucher sa cible et au mieux l'adresser, les enjeux sont devenus beaucoup plus complexes, et qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de la création de son stack, et ça se traduit, on va dire, par ces chiffres où on voit que sur l'ensemble des outils utilisés par les professionnels, 83% donc ont changé au moins un outil. 61% pensent qu'ils n'utilisent effectivement pas pleinement les fonctionnalités qui lui auraient permises par rapport aux outils qu'ils ont choisis, et 24% estiment que la gestion de la technologie fait partie des grandes faiblesses de leur entreprise. Donc un gros point un gros sujet. Et donc nous, effectivement, on connaît bien le marché du social listening, et on a vu que ce marché a énormément bougé. Et donc pour tout simplement mettre en avant notre expertise sur le sujet, on a effectivement décidé d'organiser ce petit challenge. Donc voilà, donc pour revenir sur la stack, l'idée c'est que notre but, c'est qu'on intervient sur un grand nombre de sujets liés au marketing. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce petit carré ici qui reprend les solutions de social listening. Donc, si on regarde à quoi ressemble, on va dire, le landscape, on va dire, traditionnel du social listening, on voit qu'il y a différents types d'éditeurs avec différentes propositions de valeur. Il y a des gens comme Bertin, KB Kroll, qui viennent du monde de l'intelligence compétitive, qui existaient, on va dire, bien avant le web social, et qui ont adapté en partie leurs produits. On a des gens qui viennent, on va dire, comme Kantar ou LexisNexis, de ce qu'on va appeler le monitoring traditionnel, c'est-à-dire des gens qui vont écouter, ou du press clipping. Donc, ces pratiques qui consistaient à voir sur les médias traditionnels combien de fois le nom d'une marque apparaissait dans les grandes parutions, dans les grands quotidiens. Et qui eux aussi donc sont passés du monde presse, et qui ont adapté leur offre au web. On a des gens qui viennent d'un univers plutôt de ce qu'on appelle des suites solutions, c'est-à-dire qui ont une grande profondeur de fonctionnalités qui va au-delà du social listening. Donc si on prend le cas de Salesforce, donc qui vient de l'univers du CRM, et qui a une offre Social Studio sur le social listening, ou des gens comme Sprinkler qui font leur positionnement est autour de l'engagement moderne, et qui effectivement, au-delà de possibilités de réponse aux questions, de gestion des assets publicitaires ou de campagne et autres, vont avoir un module de social, et donc de possibilités également d'adtech quelque part, vont avoir un module d'intelligence, d'écoute de social listening. Et on va avoir des acteurs qu'on va dire qui viennent d'un monde qu'on va qualifier de freemium, c'est-à-dire que c'est des solutions gratuites, ou que des entreprises vont pouvoir prendre en main relativement simplement. Des fois, on a souvent vu passer notamment des notes de frais avec ce type de solution. Et donc l'idée, c'est de se paramétrer assez rapidement un univers de veille, et on peut citer des solutions comme Mention ou Alerty. Donc effectivement, voilà, il reste. Donc c'est un secteur, comme le disait Maurice, qui s'est déjà concentré, mais on compte encore une centaine d'acteurs sur l'ensemble de ces sujets. Et donc la raison qui a fait qu'on a commencé par ce sujet en termes pour ce challenge, c'est effectivement que 2018, donc l'année où on a lancé l'initiative, a été une année de profonds changements pour cette industrie, avec à la fois le GDPR qui donnait une nécessité d'avoir, donc comme ces outils qui permettent l'écoute du web social, captent de la donnée
issues donc de différentes choses, dont de la donnée qui peut être nominative, je pense pas notamment à la donnée issue de Twitter, effectivement, le GDPR a fortement impacté cette industrie qui a dû devenir compliant. Le deuxième point que Maurice a rapidement abordé, c'est effectivement que en termes de fusion-acquisition, il y a eu un grand nombre de nouveautés. Donc, Linkfluence qui a acheté Scoopit, Synthesio qui a effectivement été racheté par Ipsos, Talkwalker par le fonds d'investissement Marlin Equity. On peut parler de Cision qui a racheté Falcon.io, de Meltwater qui a racheté Sysomos et de Brandwatch et Crimson Hexagon qui ont créé donc le leader entre guillemets sur cette industrie. Et donc beaucoup de fusions-acquisitions. Il y a eu effectivement en 2018 le fameux shutdown de l'API Instagram. Donc pour expliquer, pour ne pas rester sur cet anagramme, ce que ça veut dire, c'est que la data Instagram a été très largement accessible jusqu'en 2018 et effectivement, suite à Cambridge Analytica, donc le scandale qui a touché Facebook, Facebook a bien largement revu la manière et les données qui étaient accessibles à des partenaires tierces, comme c'est le cas des acteurs de social listening. Et donc, effectivement, là où Instagram était, on va dire, le réseau qui était, qui, en termes de volume de data, était le plus, affiché la plus grosse croissance dans ces logiciels, et effectivement, la fermeture de leur API a fait qu'ils donnent accès à beaucoup moins de data. Et d'un point de vue plus macro sur l'économie de ce marché, Twitter a un petit peu changé sa politique tarifaire envers les éditeurs et effectivement, ça devrait, vu que la donnée issue de Twitter est en termes de volume une des principales sources du social listening à date, ça a un impact fort sur les modèles économiques des vendeurs. Et donc, effectivement, c'est un secteur qui a beaucoup bougé, qui continue à bouger. Donc, on a parlé de NetBase qui a racheté Quid il y a quelques mois. Et effectivement, c'est une industrie qui est en perpétuel changement, dans le sens où, au moment où on a fait ce test, plusieurs des solutions qui dans plusieurs cas où il y a eu des rachats, les nouveaux produits n'étaient pas encore sortis, et donc une partie des résultats qu'on vous présente aujourd'hui, quelque part, sont déjà un petit peu dépassés par les nouveautés produits qui a pu y avoir lieu. On va y revenir. Peut-être un point par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur Twitter, une précision. Alors, on voit toutes les questions qui sont sur le côté. Vous inquiétez pas, on aura le temps d'y répondre, mais je rebondis quand même. Moi, j'ai le droit de poser des questions en cours de route. Et une question sur le modèle économique, parce que tu l'as dit sur Twitter, et c'est peut-être important de le repréciser, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est-à-dire, ce marché de la donnée, là, comment il s'organise et finalement, les acteurs dont on parle, et dont on a une liste assez exhaustive, à quel endroit ils interviennent par rapport à la source primaire qui est un Facebook ou un Twitter, et comment est-ce que tout ça transite jusqu'à l'utilisateur final? Bien sûr. Alors bon, c'est une question qui est complexe. Il y a des éditeurs qui passent des heures entières à expliquer leur modèle de captation de données. Si on la simplifie vraiment à l'extrême, et je m'excuse pour tous les professionnels de la data qui connaissent, notamment j'ai vu qu'il y avait plusieurs éditeurs qui sont là. L'idée, c'est que effectivement, sur globalement tout ce qui est blog, forum, site d'actualité, les technologies ont les éditeurs qu'on a cités, il y a deux grands cas de figure. Soit ils ont ce qu'on appelle des crawlers, c'est-à-dire qu'ils ont développé des technologies propriétaires qui vont leur permettre d'aller chercher, récupérer de la donnée, ou globalement en allant scraper, si on peut dire, les différentes pages donc des médias qu'on vient de citer. Soit ils ont des partenariats avec des brokers, qui sont des gens qui, donc comme LexisNexis par exemple, ou Cision ou autres, ou DataShift, ou voilà, il y en existe un certain nombre. Et ces gens-là donc ont accès justement à l'ensemble des blogs, des forums, et agissent comme un partenaire, un middleman entre guillemets, un intermédiaire, je vais y arriver, entre les éditeurs logiciels et les grandes plateformes. Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc si on prend ce qu'on va appeler le Big Four, à savoir Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Donc Facebook a changé récemment les capacités, les modalités d'accès à sa data. Twitter a toujours été assez transparent et
ouvert sur le fait qu'ils commercialisaient sa data via des tiers, et donc c'est là-dessus où leur politique a été impactée. Et YouTube, pour l'instant, a un peu une position entre deux, où la data ne doit pas être mélangée, entre guillemets, aux autres types de data, mais où ils sont assez permissifs sur ce qu'on peut récupérer, à savoir donc les commentaires et les textes sous les vidéos, plus les titres des vidéos. Est-ce que ça te paraît suffisant comme niveau d'info? Pour les questions, enfin, j'en ai profité pour aller voir les questions. La présentation sera vraisemblablement transmise dans un mail suivant via la DTM, donc vous aurez accès au support, pas de souci. Alors, pour revenir un petit peu en termes de taille de marché, pour un peu resituer ce contexte-là, l'idée c'est qu'en 2012, donc on va dire la majorité des investisseurs ont commencé à investir une partie de leurs fonds dans ces sociétés. Les estimations des grands analystes étaient que ce marché pèserait en 2020 environ 10 milliards de dollars. Et donc nous, on s'est amusé à mesurer concrètement le marché à travers un peu plus de 70 interviews de ces différents éditeurs. Et notre estimation, c'est que ce marché pèse plutôt 2 milliards. Et 600 millions de ces 2 milliards reviennent au, on va dire, top 50 des principaux éditeurs. Donc, on a été assez loin dans la manière de faire ce calcul, hein, effectivement, pour des acteurs qui sont des suites comme nos amis de Salesforce ou de Sprinklr. On n'a pas compté l'intégralité de leur chiffre d'affaires. On n'a pris que la partie qu'on avait estimée par rapport, au social listening. Et voilà, donc pour vous donner une idée des parts de marché, voilà un petit peu des chiffres qui n'ont jusqu'ici pas, enfin on est assez confiant vu qu'on les a présentés à tous ces éditeurs et qu'on a été assez peu repris, donc on est assez conscient sur, on est assez bon je pense sur la part de marché et les chiffres d'affaires de ces acteurs. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que les 10 acteurs, donc c'est un marché où assez clairement, comme tu le disais, voilà, il a été craqué, mais pas entièrement. Il n'y a pas un Google sur ce marché qui représente 98% des parts de marché et qui laisse, on va dire, des miettes. Là, on voit bien que les 10 principaux acteurs ne représentent pas 50% de ce marché, qui a une grande partie d'acteurs locaux sur différents marchés qui peuvent être performants et constituer des réponses sur différentes zones, et que ce marché reste encore fragmenté. Il y a encore des nouvelles solutions qui se créent, qui sortent. Et donc, malgré la consolidation, pour l'instant, on arrive à une solution où, voilà, si on attribue 15% de part de marché au leader qui est Brandwatch, en considérant qu'ils font globalement 100 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis la consolidation avec Crimson, on est sur une estimation qui me semble assez juste. Donc, effectivement, c'est un marché où il y a encore beaucoup de choix à faire. Donc, en parallèle du challenge, on a mené une petite étude pour comprendre un peu comment était utilisé le social listening dans les solutions, dans les sociétés, pardon. Hop, alors, je sais pas pourquoi il zappe automatiquement. Donc, effectivement, première slide, l'idée c'était de comprendre quel était le degré d'expertise des sociétés sur ces logiciels et combien de logiciels ils avaient utilisés. Et donc, on voit bien que en général, donc il y a à peu près 50% du marché qui utilise une solution, mais on a 11% de ce marché qui a plus de 3 solutions juste pour le social listening, et donc 21% du marché, donc un peu plus d'un éditeur sur 5 qui utilise 3 solutions au plus. Donc ça veut dire qu'effectivement, que ça soit différents départements qui utilisent des solutions ou différentes solutions utilisées pour différents marchés, on voit bien que voilà, c'est un marché où il y a rarement un prestataire unique. En tout cas, dans le cadre des plus grandes entreprises, c'est souvent le cas qu'on constate. Depuis combien de temps l'outil est en place? Donc, on voit qu'effectivement, en général, quand l'outil principal a été mis en place, le cycle est de 3 ans ou plus. Donc ça, pour les acteurs qui ont un peu stabilisé leur approche, il y a un tiers du marché, on va dire, qui change, qui n'a pas encore trouvé entièrement chaussure à son pied, et 55% qui est un peu plus installé.
Après, on a essayé de poser d'autres questions, donc pour comprendre globalement, voilà, combien de prestataires ont été utilisés avant d'arriver à la solution actuelle. Et là, on voit qu'il y a 31% du marché qui a au moins utilisé 3 logiciels ou plus avant d'arriver sur la solution qu'ils utilisent actuellement. Donc, ça veut dire que c'est quand même un marché qui, comme tu le disais, est passé par différents cycles de hype et différentes désillusions, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements et beaucoup de mal, on va dire, à trouver chaussure à son pied. Et en termes de déploiement des solutions dans les sociétés, on voit bien que c'est des déploiements très inégaux. Donc, il y a 20% des répondants à notre test qui ont plus de 50 personnes qui utilisent des solutions de social listening chez elles, mais on voit bien que dans, on va dire, 50% des cas, c'est soit une, soit moins de 10 personnes dans l'entreprise qui utilisent ce type de solution, qui ont ce type de déploiement. Donc voilà un petit peu les chiffres qu'on a été chercher, on va dire. Est-ce que Je t'en prie, je t'écoute. Attends. Ouais, c'est bon, parce qu'en fait, mon ordinateur est à freeze, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends. C'est bon? Ouais. Non, j'ai pas l'impression. Ah, oui, donc je avais une question sur les profils. Ces 10 personnes dont on parle, de quel profil parle-t-on dans l'entreprise? Alors, bon, c'est effectivement assez. Disons que historiquement, les profils sont souvent donc des social media managers, des départements. Donc, c'est des gens dans des départements. Les 3 grands profils, ça va être soit des gens, on va dire, souvent plutôt dans les départements communication, qui vont être là plutôt en protection de la marque, si je puis dire, sur des aspects de ce qu'on appelait la e-réputation, donc comprendre ce qui se dit sur l'entreprise. C'est un premier type de profil. Le deuxième type de profil, c'est des gens qui vont être plutôt dans ce qu'on va appeler le consumer insight, donc les gens qui vont faire des études sur la marque pour comprendre vraiment tout ce qui va être lié à la perception de la marque, de ses produits. Et donc, on voit bien que les sujets qu'ils vont vouloir aborder vont être très différents. Et la troisième partie, c'est souvent ce qu'on va appeler des social media managers, donc des gens qui gèrent la présence de la marque en ligne. Et donc après, effectivement, donc en fonction, ça c'est on va dire les 3 grands types de profils. On voit bien qu'après, en fonction des déploiements, il y a des gens qui sont des chefs de produits, enfin donc dans les métiers marketing, des chefs de produits ou autres qui peuvent être impliqués. On voit de plus en plus de départements en dehors du marketing ou de la communication qui s'approprient des sujets ou en tout cas une partie des verbatim, donc que ce soit des sujets légaux par exemple pour surveiller par exemple, voilà, si je prends des exemples dans la mode, pour surveiller qu'il n'y ait pas de contrefaçon, ça peut être un bon moyen de surveiller le web pour voir où ces contrefaçons sont vendues, ou également, par exemple, pour des compétitions sportives ou pour tout ce qui est sponsoring, s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui fassent des entorses par rapport aux partenariats existants, ce genre de choses. Donc, il y a on va dire qu'en fonction des use cases qu'on peut rencontrer, on voit des cas, des utilisateurs très différents, mais pour l'instant, les principaux restent les 3 que j'ai cités en premier. Oui, et ça, c'est une question importante, et c'est aussi pour ça que je la pose, parce que c'est parfois une interrogation, et il y a eu pas mal des ambitions d'avoir justement un déploiement à très grande échelle et une démocratisation de l'usage de ces solutions. Et c'est, je pense, une question importante de s'interroger sur qui vraiment doit prendre en main ces solutions. Donc, tu as donné des exemples très concrets de cas d'usage qui, je pense, effectivement correspondent à ce qu'on peut observer. Mais c'est aussi intéressant de voir quel est le bon niveau d'ambition en termes de pénétration au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que ça peut être en tant que tel un critère de choix. C'est-à-dire, est-ce que je veux démocratiser? De nouveau, je parle sous ton contrôle, Jonathan, mais est-ce que l'objectif, c'est d'avoir une démocratisation avec, quitte à simplifier à outrance la prise en main pour éviter que ce soit une approche trop technique, ou au contraire, avoir des usages un peu plus analystes, un peu plus avancés, donc avec un niveau de fonctionnalité probablement beaucoup plus sophistiqué, mais du coup, une population plus réduite.
Non, bah, c'est clairement le cas et on voit bien, voilà, c'est justement, bon, tu me devances largement sur ce qui doit arriver, mais effectivement, c'est une des conclusions de l'étude, hein, c'est que pour l'instant, ce qu'on a pu voir sur les parts de marché ou sur le fait que ce marché était très fragmenté, c'est aussi un marché où on va dire que chacune des solutions qui existent encore sur ce marché, donc c'est qu'elle a trouvé, enfin, au bout de 10 ans, c'est qu'ils ont trouvé effectivement des use cases et des cas gagnants chez les clients. Effectivement, on voit bien que certains sont plus adaptés, certains éditeurs ont adapté leur logiciel et leur approche plutôt pour parler au consumer insight, d'autres plutôt sur de la démocratisation produit pour au plus grand nombre avec des modules search ou ce genre d'outils, et d'autres sont au contraire, enfin voilà, des outils qui sont quasi exclusivement utilisés par des directions communication et qui ne vont jamais dans le marketing. Donc ça, c'est un point qui est effectivement très très frappant. Ouais. Donc, juste pour finir sur l'étude, et donc pour parler un peu budget et déploiement, parce que c'est un élément qui est important. Quand on regarde, entre guillemets, les typologies de clients, on voit bien qu'il y a 50% du marché, on va dire, qui dépense moins de 20 000 euros par an sur ces solutions. Et dans à l'autre extrême, on a 10% du marché qui va dépenser plus de 500 000 euros. Donc, on voit bien les différences effectivement de poids, les différences d'importance, les différences de déploiement. En général, ce qui va conditionner au-delà des questions des volumes de mentions ou autres, c'est justement quelle est l'ambition du déploiement de ces logiciels dans les organisations. C'est un peu ça qui va faire passer, on va dire, le curseur d'un type de montant à l'autre, et également l'accompagnement qui va être mis en place. Donc, par exemple, pour prendre deux exemples extrêmement caricaturaux, une agence de communication ou une PME va plutôt être souvent dans ces cas-là, dans ces cas de dépenses de moins de 20 000 euros par an, avec des prises en main assez simplifiées de l'outil et relativement peu de services autour. Donc, ça va être beaucoup de do-it-yourself dans cette catégorie de prix, et généralement des interlocuteurs qui vont être assez peu nombreux. Et à l'inverse, sur les dépenses qui vont dépasser 150 000 euros, là, on va être sur des déploiements où il va y avoir, au-delà de la partie logicielle, un gros accompagnement en termes de gestion de projet. Il va y avoir effectivement des déploiements multi-pays avec beaucoup de formations et une importance prépondérante sur justement tout ce qui va être lié au déploiement. Et donc, en termes de part du social listening par rapport au budget Martech, effectivement, on voit que pour plus de la moitié des répondants, le social listening représente moins de 5%. Donc, ça reste, on va dire, voilà, il y a relativement peu de clients, 18%, pour qui ça représente plus de 15% des budgets. Donc, effectivement, ça reste une techno importante, mais qui n'a, comment dire, pas forcément les budgets les plus cruciaux sur la partie Martech des annonceurs. Alors, donc effectivement, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Nous, effectivement, on avait beaucoup de questions sur la data. Qu'est-ce qu'on peut capter sur Instagram? Nos clients nous demandaient souvent, voilà, un verbatim qui est souvent revenu au moment de lancer cet éditeur. C'était quelque chose qui disait, voilà, chaque fois qu'Instagram va changer ses conditions d'accès, je reçois le lendemain une cinquantaine de mails de tous les éditeurs de marché qui me disent qu'ils ont désormais la meilleure captation sur ce marché. Moi, je suis vraiment incapable de savoir qui me dit la vérité et ce qu'il en est. Et donc, par rapport donc effectivement à tous ces cas d'usage et aux promesses qui étaient faites sur le marché, on s'est dit que ça serait intéressant justement de voir à on a commencé à interroger les logiciels, enfin les éditeurs, pardon. Et effectivement, à partir du moment où on a eu suffisamment d'éditeurs qui étaient prêts à jouer le jeu, on a lancé l'opération. Et donc l'idée, c'était d'apporter une grille, on va dire, européenne de lecture de ce marché.
sachant qu'effectivement, il y a d'autres, il y a les fameux quadrants de Gartner ou Forrester qui existent, mais qui, on va dire, ne prennent pas forcément en compte la réalité des marchés européens. La deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est qu'effectivement, on a utilisé des vrais briefs, on va y revenir, mais l'idée, c'était de partir de quelque chose d'extrêmement concret et de vraiment avoir des comparaisons feature par feature et d'être capable très précisément d'expliquer, on va dire, des variations de volume de data. Et donc ça a marché ça ne peut fonctionner que si on a différents briefs et qui sont pensés pour le marché. Et l'idée, c'est d'apporter une vision un peu complète des forces et des faiblesses de chacun des outils et de comprendre justement comment les positionnements actuels s'adressaient à tel ou tel type de population. Alors, donc pour nous aider, comme on voulait effectivement, en tant qu'analyste, on peut avoir des opinions, mais ça nous paraissait crucial d'avoir d'autres professionnels de la data pour nous entourer dans l'exercice. Et donc, on a été chercher un jury avec des gens qui représentaient à la fois les annonceurs et, on va dire, des cabinets de conseil, des analyses d'opinion, des sociétés de research ou des professionnels de la data plus simplement. Et on a également été chercher des gens qui venaient de la communication, de l'insight et on va dire plus globalement du produit, du marketing produit, pour avoir vraiment une diversité d'opinions et d'usages. Et c'était également des gens qui avaient quasiment tous une expertise avec un ou plusieurs logiciels et quasiment tout le monde utilisait une solution différente. Donc, on va dire qu'au-delà d'une diversité de points de vue, ça nous assurait également d'avoir une diversité d'opinions et comme il y a eu des usages ou des choix technologiques différents qui n'allaient pas avoir de favoritisme, tout simplement. Le deuxième point, c'était d'être capable de mettre en place des vrais briefs. Et donc, pour ça, on était parti entre mai et juillet de l'année dernière, on a monté ces 3 briefs. Un brief qu'on a appelé Local Brand, où effectivement, on a suivi sur un marché avec une captation dans une langue sur un pays, entre guillemets, sur tout ce qui était le World Wide Fund. La deuxième partie, c'était d'avoir une captation beaucoup plus internationale avec le sujet Global Brand qui reprenait, on va dire, toutes les conversations autour de Liverpool et des Golden State Warriors, qui à l'époque étaient respectivement le vainqueur de la Ligue des Champions et un sérieux prétendant au titre de champion d'Angleterre, et également l'entreprise, les champions NBA sortants et finalistes. Donc, 2 sujets sur des sports très conversationnels qui, effectivement, pour le football, a une très vaste, une expression autour des marchés, on va dire, européens, asiatiques et plutôt américains et asiatiques pour la NBA. Si on prend le global footprint, on va dire, de ces différentes structures, sachant qu'en plus, on les a également choisies pour le fait qu'elles étaient extrêmement conversationnelles et donc c'était pratique pour nous pour juger sur des gros volumes de data. Et le troisième cas, donc sur ces 2 premiers briefs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit des plans de requête extrêmement précis et on a imposé ces plans de requête aux éditeurs qui ont effectivement rentré ces plans de requête tels quels dans la machine pour être sûr tout simplement que quand on rentre dans l'exercice de comparer les volumes, on compare vraiment des pommes avec des pommes. Et ça nous paraissait important d'être capable d'avoir, par rapport à ces questions de mieux-disant, entre guillemets, sur les sujets de la data sociale, d'être capable de les comparer. La troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on sait bien que dans le monde réel, c'est assez rare que les marques et les organisations présentent, des plans de requête tout faits. Et donc, on est parti de ce qu'on appelle un brief, donc d'un directeur marketing, où on posait des questions plus larges sur la mobilité du quotidien, donc tous les trajets de moins de 2 heures. Et donc là-dessus, on laissait plutôt un canevas beaucoup plus ouvert aux différents éditeurs pour nous expliquer, à partir d'une problématique et d'une question business, qui est de comprendre les conversations autour des sujets de la mobilité, comment les éditeurs étaient capables de prendre ce brief, de l'adapter et de préparer un plan de requête cohérent pour capter de la donnée et pour justement répondre à ce besoin. Donc voilà un petit peu les 3 briefs qu'on avait soumis.
Donc, les différents éditeurs qui ont participé à l'époque à notre challenge sont les suivants. Donc, on a effectivement, on va dire, 4 francophones entre Synthesio, Digimind, Linkfluence et donc Talkwalker qui est luxembourgeois, des amis anglais avec Brandwatch et effectivement des Américains avec NetBase et une société qui venait de Russie avec Uscan. Effectivement, donc on a contacté un peu plus de 50 participants. Fatalement, c'était un peu une première sur le marché d'avoir ce type de brief. Donc plusieurs éditeurs avec lesquels on s'entend très bien au demeurant attendaient de voir la première édition et on espère qu'ils participeront à la seconde. Et effectivement, l'idée c'est qu'on a contacté un peu plus largement des solutions qui venaient un peu de tout type de pays et de tout type d'horizon, que ce soit des suites ou autres. En tout cas, on était ravis d'avoir ces 7 des 10 leaders en termes de chiffre d'affaires qui nous avaient rejoints dans cette aventure. Et donc, une fois qu'on a donc effectivement mis en place ces briefs, mis en place le jury et et qu'on a eu l'aval des éditeurs, l'idée c'était d'annoncer à tout le monde sur quel type de critères on allait les noter. Et donc là, ce qu'on vous dévoile ici, c'est un peu notre grille de lecture qui reprend sur nous la chaîne de valeur de social listening, avec effectivement des sujets liés à la data. Donc, qu'est-ce qu'on peut capter, des sujets liés à la qualité de la data, les capacités d'archives. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne l'enrichissement de la data, c'est-à-dire comment les algorithmes de ces différents éditeurs vont accompagner tout ce qui va être lié au tagging, aux capacités d'alerting, aux capacités de workflow, à leur capacité à être capable de détecter automatiquement des concepts et des thèmes, tout ce qui est lié autour du visual listening, donc détection de logos ou détection de scènes avec des temps de consommation ou autres, influenceur marketing, tout ce qui est lié au sujet des influenceurs ou autres. Derrière, effectivement, on avait des items assez précis qu'on voulait mesurer sur tout ce qui était le back-office des solutions, comment ça se passait sur l'architecture des queries, les modèles de gouvernance, toutes ces questions, on va dire, qui sont assez fréquentes en appel d'offres, et tout ce qui était plutôt lié, on va dire, au front office, c'est-à-dire la performance en termes de temps de réaction des outils, des sujets un peu du UX, sur l'usabilité, de personnalisation, est-ce qu'il y avait des modèles préconstruits ou pas. On a noté également, comme tous ces outils n'ont pas des périmètres équivalents, leur capacité d'intégration et effectivement leur capacité tous les partenariats qui pouvaient exister avec d'autres partenaires. Et on a regardé tout ce qu'il y avait en termes de services professionnels de fournis dans la plateforme. Donc, on n'a pas jugé évidemment les account managers, mais on a jugé tous les modules de formation présents, la capacité les temps de réaction des supports, ce genre de choses. Et également, donc, la partie, donc on a une vingtaine de critères sur lesquels le jury s'est exprimé sur l'ensemble des points. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Alors, le premier point, qui est un point assez structurant, c'est qu'effectivement, il y a un besoin le marché souffre d'un manque de transparence autour de la data. Et donc, les éditeurs n'en sont pas nécessairement responsables, mais effectivement, comme on l'a dit, les plateformes peuvent changer arbitrairement et dans le cadre de Facebook, Instagram, assez fréquemment ces temps-ci, les conditions d'accès. Et effectivement, ça nuit, on va dire, à l'industrie en général, dans le sens où si un jour vous captez l'intégralité d'un flux et le lendemain 10%, effectivement, ça va être visible dans vos reportings, ça va être visible, et quand vous devrez expliquer à votre direction marketing ou à votre direction générale pourquoi on voit 10 fois moins de données, est-ce qu'il y a eu un crash ou autre, qu'on doit rentrer dans des questions techniques, c'est effectivement un point de complexité qui ne joue pas en faveur du secteur. Effectivement, sur ce qui est donc de Twitter, la donnée est assez ISO chez l'ensemble des participants. Et effectivement, sur la manière dont est capté
l'information sur les blogs, les forums, YouTube et autres. On pense qu'il y a besoin de plus de transparence sur ce marché-là parce que c'est beaucoup de cuisine interne et effectivement, derrière le fait de dire que j'ai accès à de la donnée Sinawebo, j'ai accès à de la donnée VContact, derrière le logo, voilà, TikTok, Snapchat ou autre, il est important de comprendre précisément ce que la nature du partenariat inclut et donc de comprendre vraiment ce qui est capté parce que typiquement sur voilà, autant sur Twitter c'est assez on va dire straightforward et tout le monde a des volumes de data comparables, autant les data qu'on peut capter sur les autres réseaux varient énormément d'un prestataire à l'autre et effectivement c'est si vous avez plusieurs prestataires et que le département communication utilise des données issues d'un outil et que le département marketing utilise celle d'un autre, il peut y avoir un sujet de source de vérité parce que les chiffres peuvent être assez différents. Et donc, nous, effectivement, on a poussé l'exercice assez loin parce qu'on avait vraiment, on va dire, des algorithmes et des requêtes comparables, vu qu'on avait exactement les mêmes sujets qui traitaient sur l'ensemble de ces plateformes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas 2 jours où on a eu sur l'ensemble des plateformes les mêmes chiffres. Et donc, effectivement, avec des écarts qui, des fois, peuvent être importants. Et donc, on pensait que ça allait être plus uniforme que ça. Donc, c'était un des premiers learnings sur ce sujet. Le deuxième point, c'est effectivement que c'est une industrie qui, comme l'a dit Maurice en intro, a vécu à travers différentes courbes de hype, des moments où on pensait qu'on allait pouvoir tout capter, des moments où ça a été très remis en cause. Là, on voit bien que on arrive à un stade de maturité où les éditeurs ont commencé à se structurer, sont capables de mettre plus en avant, on va dire, les zones sur lesquelles ils n'ont pas de data, sont capables effectivement de créer des roadmaps produits qui sont beaucoup plus structurés par rapport au métier de leurs clients, et donc qui rendent, on va dire, la data plus digeste. Donc l'idée, c'est que ce qui pouvait être reproché aux KPI issus, aux indicateurs issus du social listening, c'est d'être très auto-centré, donc de parler de retweets, de publications, de pins pour Pinterest ou autre. Effectivement, c'est assez loin des données business. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à intégrer de plus en plus des données, des indicateurs plus proches des attendus business. Et ça, effectivement, c'est un point qui était un des learnings intéressants. Le troisième point qu'on a vu, c'est de plus en plus, effectivement, d'intelligence artificielle et donc des algorithmes qui sont de plus en plus puissants pour être capables d'analyser, de classifier des données. Et justement, il y a 2 ou 3 acteurs qu'on peut citer comme NetBase, Synthesio ou Brandwatch qui ont fait des très très gros efforts sur le sujet et qui ont depuis le concours également sorti des nouveaux modules qui sont assez puissants pour catégoriser l'ensemble des postes et sortir des corrélations intéressantes. Donc voilà, de sortir, on va dire, des signaux dans tout ce bruit. Et donc ça, c'est, on va dire, l'arrivée de ces nouvelles technologies, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut suivre, on va dire, de près les roadmaps des éditeurs parce que, on va dire, c'est une course de fond pour sortir de nouvelles fonctionnalités et la vérité qu'on a pu voir il y a quelques mois lorsqu'on a établi ce concours, on voit bien que c'est pas une vérité générale, il faut plutôt prendre ça comme une image à un instant T qui continue d'évoluer et en tout cas les éditeurs, moi je leur tire souvent mon chapeau parce que quand on voit que sur des analytics type Google ou autres,
pour enfin voilà, au final, c'est des simples compteurs. Il n'y a pas forcément besoin de très gros sujets d'analyse, de machine learning ou autre. Et donc, c'est des outils qui sont portés, on va dire, en très haute estime par les différentes directions. Et donc, les outils de social listening, qui sont des outils extrêmement complexes et qui investissent énormément en recherche et développement, des fois, n'ont pas le crédit qu'ils méritent pour tous les efforts qu'ils font. Donc le deuxième point, c'est effectivement un autre learning assez important qu'on a eu pendant cette épreuve, c'est effectivement que chaque acteur devient de plus en plus une suite de solutions et que c'est assez visible sur l'ensemble de ces acteurs qui n'ont pas un module unique ou une plateforme unique. Ils vont avoir souvent différentes offres. Donc, ce qu'on a pu constater, c'était que au-delà de l'offre de social listening, il y a souvent une offre de data room. L'année en 2018-2019, il y a eu beaucoup d'offres de quick search qui sont apparues, qui permettaient de taper dans un moteur de recherche type Google, donc pour des usages assez simples, qui permettaient de capter de la donnée comme ça de manière, dans ces outils-là. Donc ça, c'est des modules qui apparaissent. Certains, on va dire, ont mis en avant des outils plutôt de marketing, d'influenceurs marketing, avec des usages plus poussés. D'autres ont fait plutôt de l'analyse d'audience. Donc, je pense par exemple à Synthesio avec son outil Profiler. Des outils comme Brandwatch ont acquis des solutions de quick survey, donc comme Curiously. Et donc, on voit bien que l'offre logicielle s'enrichit et que c'est de plus en plus dur de comparer ces éditeurs parce que le périmètre est de moins en moins équivalent. Et donc là, on parle d'acteurs qui sont, qui ont créé une suite logicielle entre guillemets autour du social listening, mais on voit un certain nombre d'acteurs qui viennent de niveaux de suite plus complexes encore, qui ont une brique social listening. Donc, c'est un point qui est toujours important de bien comprendre à la fois les technologies qu'on a de disponibles et pour être en mesure de faire un choix cohérent par rapport au stack existant. Donc, le stack, c'est un peu l'ensemble des technologies existantes et présentes dans l'entreprise. Voilà, donc pour donner un aspect résultat, donc bon, comme je l'ai dit, effectivement, cette image correspond à la réalité à un instant T il y a quelques mois et ça a pu pas mal bouger. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'y a pas un grand vainqueur de la catégorie qui est assez largement devant tous ses compétiteurs. Ce qu'on voit bien, c'est que chaque outil, on va dire, a ses zones de force. Et que c'est assez équivalent et donc il y a plusieurs propositions de valeurs qui se tiennent et effectivement ce qu'on constate nous quotidiennement sur les appels d'offres qu'on accompagne, c'est que les préférences sont très variables d'un outil à l'autre selon qu'on soit un département communication, selon qu'on soit, on va dire, un département consumer insight, selon qu'on soit des utilisateurs, on va dire, selon le temps qu'on a à y consacrer, c'est-à-dire des gens qui vont être très experts, vont aimer des outils très puissants qui leur permettent de faire des tableaux exactement comme ils le souhaitent et d'avoir beaucoup de personnalisation. Là où effectivement des utilisateurs qui s'en servent moins souvent vont préférer des acteurs qui ont des modules pré-remplis, qui ont des expériences plus balisées. Pour le dire comme ça. Et donc, effectivement, on voit que les éditeurs, justement, s'adaptent à ces besoins. Je vais peut-être t'interrompre, Jonathan, parce je vois l'heure qui tourne et je veux juste qu'on ait le temps de traiter des questions. Et je crois comprendre que la suite, tu as déjà couvert l'essentiel des résultats et qu'on a une bonne vision, à mon avis, des éléments et la fin, de toute façon, sera partageable par mail. Mais je veux qu'on ait le temps de traiter quelques questions. Il y en a qui sont vraiment intéressantes. Bien sûr. J'en vois qui me semble un peu, disons, représenter ce qu'on a pu avoir comme question. Et donc, il y en a une autour de la dimension RGPD. Finalement, c'est une question qu'on se pose souvent, hein, et
c'est-à-dire la question autour de est-ce qu'un tweet, quel est le niveau de sensibilité autour des données personnelles. Ça, je veux bien y répondre parce qu'on a traité le sujet dans une précédente conférence RGPD. Une autre question que je trouve vraiment intéressante autour plutôt des usages, avec à la fois cette notion de biais potentiel dans le fait qu'on a des surreprésentations de certains canaux. Et on le sait, hein, que les gros contributeurs en termes de volume, ça va être Twitter ou autre, et que tout le monde ne s'exprime pas en même temps, donc on peut potentiellement avoir aussi des biais assez forts. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette question-là? Et puis, une autre question, mais je pense que la troisième question, mais je pense que tu l'as un peu plus couverte, c'est finalement, il n'y a pas forcément une solution pour tous les usages en même temps, quoi. Donc, c'est les trois questions qu'on a reçues. Moi, je veux bien traiter celle de RGPD. Je t'en prie. D'ailleurs, aussi s'il faut. Et puis, je te laisserai peut-être terminer sur la question peut-être refaire une passe sur celle des cas d'usage. Rapidement, sur le du RGPD, pour être tout à fait honnête, moi, je veux bien partager mon expérience et de nouveau, je laisserai Jonathan compléter. Mon expérience, c'est qu'il y a vraiment une zone grise encore aujourd'hui laissée par le RGPD. C'était un peu l'enseignement qu'on a eu des différentes discussions avec les uns et les autres, qui est mouvante, qui fait que est-ce que j'affiche les photos? Est-ce que je l'affiche le texte intégralement? Est-ce que je considère que le nom du pseudo, c'est une donnée personnelle, etc. On s'aperçoit qu'il y a des interprétations qui vont différer en fonction des éditeurs. Et de la même manière, il y a des interprétations qui vont différer chez les annonceurs dans les contrats qu'on voit pratiquer. Là, je peux partager mon expérience personnelle, c'est qu'on voit entre un L'Oréal, un Orange, un AXA, la définition même d'une donnée personnelle va être très différente. Donc, on a certains cas de figure où on nous dit c'est interdit de mettre dans des présentations PowerPoint des photos d'Instagram parce que photo égale données personnelles, attention. On a certains éditeurs qui sont très exigeants sur la longueur des extraits qui vont être présentés dans leur plateforme en disant non, moi je ne peux montrer qu'un petit extrait. D'autres éditeurs qui vont dire écoute, en fait, il n'y a pas de problème, on va pouvoir tout partager dans son intégralité. Donc, et on a un espèce de mélange entre droit d'auteur, droit à l'image, données personnelles. Un tweet, est-ce que c'est une donnée personnelle? Imaginez que vous avez à un moment donné dans un forum quelqu'un qui parle avec un pseudo, mais qu'on peut vraiment a priori retrouver qui c'est, qui parle de son fils ou de son enfant et de maladie. Donc, on a des données de santé qui se mélangent. C'est un paquet de spaghettis. Et très honnêtement, c'est difficile de savoir quelles sont les bonnes pratiques. Donc, il y a une sorte on peut dire une sorte de consensus généralité, quasiment un moratoire implicite sur le fait que, bon, a priori, si c'est des données sociales qui sont disponibles publiquement, c'est à peu près OK pour les exploiter. Mais très honnêtement, tant qu'il n'y a pas eu de jurisprudence claire sur ce sujet, c'est pas très facile de se positionner. Et moi, j'ai même des clients totalement toute utilisation de données sociales par principe, en disant je veux prendre zéro risque, notamment dans le secteur médical et des laboratoires qui s'interdisent intégralement l'utilisation, le recours à des acteurs d'écoute sociale. Donc c'est un peu extrême, hein. Mais il faut se dire que voilà, il y a certains avocats qui font ce genre de préconisation et je pense qu'aujourd'hui c'est très très difficile d'avoir un avis tranché, clair, objectif là-dessus, notamment aussi parce que le régulateur, et en particulier la CNIL, a elle-même du mal à se positionner sur ces questions. Oui, et puis pour aller dans ton sens, nous, sur un autre sujet, on a eu plusieurs autres sujets RGPD, pas nécessairement sur le social listening, mais sur d'autres types de techno. Et on a été amené à discuter avec différents cabinets d'avocats qui étaient mandatés par soit des éditeurs, soit des plateformes. Et on se rend compte que l'interprétation du RGPD par les cabinets d'avocats eux-mêmes et son application est là aussi assez variable avec des zones, des interprétations qui sont assez différentes. Donc, pour l'instant, c'est sûr que on attend les premières décisions, les premières jurisprudences pour effectivement aller plus loin. Alors, sur la question de Twitter et de la surreprésentation de Twitter, nous, effectivement, donc le social listening, on l'a vu par le scope des outils, et effectivement, effectivement, oui, Twitter factuellement représente
allez, on va dire en fonction des cas d'école et des industries, 50 à 80% des données captées par les outils. Et effectivement, donc Twitter, enfin voilà, il y a deux points. Donc il y a un, effectivement, Twitter, comme Charlotte, vous le dites très très bien, peut favoriser des prises de position extrêmes. Ok. Il y a aussi le fait que enfin, ce qu'on voit, il y a ce fameux stat de dire qu'il y a 1% de gens qui s'expriment, 2% de gens qui repartagent, republient, et 90% de majorité silencieuse qui consultent mais qui ne produit pas de contenu. Donc effectivement, il y a ce sujet de représentativité. Si on se dit qu'on a 10% de gens qui vont interagir, c'est un point. Et après, nous, effectivement, ce qu'on voit une tendance qui est assez forte, c'est que les outils de listening de plus en plus s'hybrident avec d'autres types de données. Donc effectivement, je vais prendre quelques exemples. Dans les pratiques qu'on voit, on voit de plus en plus des acteurs du social listening dire voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on peut capter comme données qui sont la partie qu'on peut écouter sur les contenus produits, qui complète ça avec, en termes de SEO, les requêtes les plus tapées, etc., pour commencer à comprendre, est-ce que sur ce que les recherches qui sont effectuées par les gens, on est sur les mêmes sujets ou pas. Et de plus en plus, il y a des plateformes, on va dire, d'analyse d'audience. Donc, je peux citer Audiency, Affinio, Profiler de Synthesio, Soprism, qui, eux, vont justement faire ce travail d'analyser la majorité silencieuse et qui, via là aussi les connexions qui ne sont pas exactement les mêmes aux API des différents réseaux, vont être capables de tirer des conclusions à partir du comportement des utilisateurs et des effets de cohorte, si je puis dire, c'est-à-dire de comprendre si moi, Jonathan Charby, je n'écris jamais sur le web social, mais que je like des contenus, que j'en partage d'autres, que je like des pages, que je suis tel ou tel compte, effectivement, toutes ces interactions laissent des traces sur les différents réseaux et permettent une analyse. Et donc, l'idée, quelque part, c'est que, effectivement, la data sociale apporte des éléments, mais n'est pas nécessairement suffisante seule et doit être hybridée avec d'autres types d'approches. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'autres outils dans la majorité des cas clients qui on parle. Voilà, ils ont des outils de social listening, mais pas que. Ils ont d'autres types d'outils, donc des outils de quick survey. Ils font évidemment des études traditionnelles par d'autres moyens. Et l'idée, c'est justement d'avoir la vision 360 la plus complète en utilisant tous ces types de data et en sachant les hybrider. C'est souvent un gros enjeu pour avoir justement cette vision complète. J'espère que ça répond à… En complément à ce que tu viens de dire, je pense que c'est sûr qu'il y a des biais dans cette méthode-là, dans l'approche Twitter, et c'est sûr qu'en réalité, il y a des biais dans toutes les méthodes d'études, c'est assez classique. Donc l'idée, c'est de se dire, de ne pas s'arrêter là, donc de simplement prendre en compte le fait qu'on a conscience qu'il y a ces biais et de l'intégrer dans l'interprétation qu'on va mener. C'est impossible de les neutraliser à la source, donc pour éventuellement les nuancer et les corriger. La bonne pratique, c'est en effet de venir compléter avec des sources alternatives qui peuvent être… il y en a plein, pour le coup, n'importe quelle autre méthode, soit plus quali, soit quanti, soit plus représentative. Mais il ne faut pas, entre guillemets, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une forme de biais potentiel qu'on va dire, du coup, j'écoute pas du tout. Parce que c'est quand même une conversation générale qui a un impact fort sur les mécaniques d'opinion, entre autres. Donc, même si les gens qui s'expriment sont très extrêmes, ils sont aussi beaucoup lus. Et ça reste relativement pertinent, en tout cas assez pertinent, de quand même y porter attention. Oui, tout à fait. Alors après, des exemples concrets, donc il y avait une question autour des exemples concrets d'utilisation de l'IA par les éditeurs. Donc nous, ce qu'on a vu effectivement, c'est que sur ces grosses volumes de données, il était désormais de plus en plus fréquent d'avoir on va dire, des outils qui automatiquement, au-delà de catégoriser des posts en fonction de sujets ou autres, arrivent à faire des corrélations de conversation et de créer des clusters, que ce soit sur des clusters de personnes qui parlent d'un sujet similaire pour comprendre les mécanismes de viralité, qui vont faire des clusters de sujets, donc savoir globalement si on prend par exemple le sujet
Chez Danone, des yaourts, par exemple. On va voir dans les différents composants, les différents éléments, les gens qui parlent de l'ajout de sucre ou d'autres composants du produit. On peut voir quelles sont les conversations, quels sont les drivers là-dessus. Idem sur des gros enjeux d'opinion, sur la mobilité, sur le nucléaire. Ça permet de commencer à catégoriser des clusters de qualification avec des sujets, des sous-sujets et des communautés. Et également de tirer un petit peu des signaux, donc de voir par exemple est-ce qu'il y a des corrélations en termes de nombre de citations. Donc si par exemple il y a une conversation autour de l'automobile, est-ce que je cite autant, enfin est-ce que chaque fois que telle marque est citée, telle autre est citée, et donc de comprendre un petit peu, voilà, si je suis une marque de luxe, est-ce que je suis cité avec un concurrent sur telle ou telle chose. Donc ça, les algos peuvent commencer à avoir ce type d'application-là. Et donc, en général, c'est assez visible sur les différents logiciels. Tu veux peut-être, j'imagine, rajouter quelque chose sur le sujet, Maurice? Non, non, pas plus que ça, mais je regarde en même temps les questions qui nous arrivent. Bon, et je vois aussi l'heure qui tourne. Alors, en fait, moi, personnellement, j'ai une contrainte forte, donc c'est aussi, Bien sûr. moi qui presse vers la sortie. Mais en réalité, ce que je propose, de toute façon, on avait prévu un créneau d'1 heure, donc on arrive aussi au terme de la discussion. Peut-être que ce qu'on peut se dire, donc d'une part, merci, un grand merci à Jonathan. C'est un exercice qui n'est pas évident de parler face à un écran avec toutes les personnes qu'il y a derrière. Donc, merci à toi. Merci aussi à vous d'avoir été aussi nombreux et d'avoir partagé vos questions. C'est toujours des sujets qui génèrent beaucoup de discussions. Hein, donc, évidemment, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon et on espère que ça va aiguiller les uns et les autres dans soit leur choix, soit le fait de se mettre à jour un petit peu aussi par rapport à où en est le marché. Juste pour finir, effectivement, sur la partie sondage, on avait une petite dernière question pour vous. Oui. Suite à cette première initiative sur le sujet du social listening, on est en train de préparer un deuxième Martech Challenge et on est en train de réfléchir à différents types de sujets. Donc, si vous avez des grandes interrogations entre le marketing automation, les outils de marketing d'influence, les analyses d'audience ou autres, et que vous avez une préférence, n'hésitez pas à nous répondre sur les sujets qui vous intéressent le plus. On sera ravis enfin, voilà, ça nous aide à orienter notre prochain exercice. Oui, et peut-être que quand je vois aussi les réactions, je pense que ça vaudra le coup de faire un exercice peut-être un peu plus appliqué cette fois-ci, en invitant des annonceurs, hein, pour ceux qui sont encore là dans le chat, pour pouvoir justement se creuser, enfin en tout cas se pencher plus spécifiquement sur les sujets de traitement, les sujets de modélisation. Il y a eu pas mal de questions et c'était ta dernière intervention là sur les applications d'IA. Bon, il y a aussi tout un champ à part là-dedans avec un autre écosystème d'acteurs qui travaillent sur aussi les chaînes de modélisation. Donc, je pense que ce sera intéressant de faire venir soit revenir Jonathan et aussi peut-être des instituts, des éditeurs et des annonceurs sur les enjeux d'exploitation de tout ça en fonction des cas de figure. Voilà, donc comme d'habitude, ça génère autant de questions que de réponses, ce type de discussion, mais c'est fait pour. Je vois des feedbacks qui sont très sympas, donc merci encore à tout le monde. Et puis, à très bientôt, on va essayer de répéter ces formats qui sont finalement assez faciles à mettre en place, de les répéter de façon plus régulière que les événements physiques qui sont un peu plus compliqués. Et puis, de toute façon, on est parti pour rester encore un petit bout de temps en télétravail. Donc, on vous dit à très bientôt tout le monde. Excellent week-end de mai. Et puis, merci encore pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.